Alors, je vais vous demander d'accueillir donc sur l'estrade nos deux intervenants de cette plénière. Nous avons Jeannette Rougeri, donc, qui fait partie du Bruit du Frigo, qui dirige le Bruit du Frigo, qui est à Bordeaux, qui a également mené des expériences à La Rochelle, surtout tous les croisements entre architecture et création artistique. Et nous avons également Janie Rouget à nos côtés, avec plusieurs casquettes, artiste, administrateur culturel, mais élu, car c'est aussi important quand on dit de faire ensemble, de se retrouver ensemble autour de la table aussi, d'avoir une parole d'élu lors de cette université buissonnière. Et Janie est vice-présidente de la excusez-moi, de la FNCC, donc la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture, que la fédération, bien évidemment, rencontre régulièrement, avec qui nous avons également, par exemple, cet automne, publié un texte co-signé justement sur la co-responsabilité par rapport aux enjeux dont on a évoqué hier après-midi sur la responsabilité partagée par rapport à l'espace public. Voilà, pour situer un petit peu nos deux intervenants de ce matin. Je vous laisse donc la parole. Vous allez avoir, comme les autres matinées également, un temps pour poser des questions si vous le souhaitez. Et Aline et compagnie qui viendront faire une intervention à la fin. Bonne matinée à vous. Bonjour, merci. Bonjour, donc je suis Jeannette Rougeri, je suis administratrice de Bruit du Frigo. Je vais vous resituer rapidement ce qu'est Bruit du Frigo, parce qu'on est un petit peu en dehors de vos pratiques a priori à tous. Bruit du Frigo, c'est une association qui a été créée en 1997 par Gaby Farage et Yvan Détraz, qui a pour sujet de travailler sur l'aménagement des espaces publics. Donc c'est une association qui est à la croisée de plusieurs pratiques, mais qui quand même est très centrée sur l'architecture. Donc on a des architectes, des urbanistes au sein de la structure, des médiateurs et des artistes. Le but de cette association, c'était vraiment de travailler sur deux choses. C'est comment on enrichit les espaces publics pour leur donner de la générosité, pour qu'ils soient le creuset et le lieu d'usage, de liens et de pratiques partagées, qui ne soient pas uniquement dévolus à des fonctions utiles, mais qu'ils soient conçus pour développer des espaces de vie. Et puis la deuxième chose, c'était, et c'est toujours, comment on travaille la construction urbaine en faisant démocratie, c'est-à-dire comment on travaille ces territoires en y associant l'ensemble des partenaires qui sont légitimement en mesure, en droit de penser leur aménagement et de penser leur finalité. Donc ça s'est développé vraiment de deux côtés. Gaby Farage, à l'époque, avait mené un très très gros travail auprès des écoles d'architecture pour intégrer la notion de concertation et de prise en compte de la parole des usagers dans les enseignements, ce qui était à l'époque une pratique très marginale et qui commence à le devenir un petit peu moins, mais les évolutions sont très longues. Et puis, parallèlement à ça, il y avait vraiment un travail de discussion avec la puissance publique, avec les élus, pour voir comment dans les processus d'aménagement des espaces publics et des espaces partagés, quand on est dans des espaces plus privés, comment on arrive à se rassembler et comment la parole des habitants qui sont, ou des usagers qui sont les premiers concernés par la façon dont on construit la ville et le territoire habité, comment cette parole-là, elle peut être prise en compte. Alors, au début de Bruit du Frigo, on était... alors moi, j'étais pas là, mais il y avait assez peu de collectifs comme le nôtre. Il y en a beaucoup plus maintenant. Le dialogue avec la puissance publique, puisqu'on est, je fais une petite aparté, on est en termes de financement, nous on répond soit à des marchés publics
en lien avec des maîtrises d'œuvre, des architectes qui sont en charge vraiment du réaménagement et de la construction des espaces publics. On a des projets subventionnés et puis on a des commandes artistiques aussi de centres d'art qui travaillent plutôt sur la médiation, sur comment faire entrer les populations dans des lieux qui sont parfois difficiles à démocratiser. Je fais un autre aparté, après je vais essayer d'être un peu plus ordonnée. On est aussi membre fondateur de la Fabrique Paula, pour ceux qui la connaissent, qui est une fabrique de production, de diffusion, de médiation et de formation dédiée aux arts visuels. On est basé à Bordeaux et qui regroupe une vingtaine de structures. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Pardon. Oui, donc l'idée, c'est donc ces pratiques de concertation qui se retrouvent maintenant dans beaucoup de projets de réaménagement urbain, étaient au départ vraiment très 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 marginales. Et donc nous, on a développé vraiment des pratiques un peu sauvages et très personnelles sur lesquelles on est allé chercher des financements pour arriver à faire comprendre, alors on n'est pas les seuls évidemment, hein, tout ça c'est un faisceau d'initiatives et de discussions politiques, mais pour arriver à faire comprendre aux collectivités territoriales et à l'institution publique que dans les processus de réaménagement urbain, il fallait à un moment donné discuter avec les habitants, avec les usagers, et que cette parole-là soit entendue dans le cadre des projets généraux qui étaient proposés, qui prennent en compte la dimension économique, la dimension fonctionnelle des flux, des trafics, etc. Mais à un moment donné, ces espaces publics, comment on fait pour qu'ils soient des vrais lieux appropriés, utilisés par les habitants et les usagers et qui servent au bien-être collectif, au lien social, etc. Donc maintenant, ces questions, elles sont rentrées dans les programmes de réaménagement, notamment dans les programmes qui sont en lien avec la politique de la ville. On y voit quand même souvent une espèce de répercussion en cascade des programmes européens, puisque la politique de la ville, en tout cas dans ce qui nous concerne en termes de réaménagement urbain, est très très financée par l'Europe. Avec une problématique, c'est vrai que c'est une pratique qui se généralise. On a même vu, on voit même maintenant dans les appels d'offres des compétences de ce qu'on appelle maîtrise d'usage, c'est-à-dire vraiment des structures qui sont spécifiquement appelées pour travailler sur le lien avec les habitants et voir comment on programme ces espaces, pour quels usages, avec donc un dialogue qui se construit et qui malgré tout reste très, comment dire, très aléatoire, puisque si la pratique de la concertation, elle devient plus classique, ce qu'on en fait, le résultat, la façon dont la puissance publique se saisit de ce qu'on donne à voir, elle, par contre, reste très aléatoire. On a assez peu d'exemples, en fait, à notre grand désarroi, de programmes urbains qui se sont vraiment emparés du résultat et de la note qu'on avait fournie partant de cette concertation. Alors il y a des exemples, là on fait un projet à Dax sur le quartier Cuyès, où on a fait une mission de concertation en assistance à maîtrise d'œuvre en 2013, et là, cette année, enfin, on voit, on est en train de travailler à la réalisation du projet qu'on avait préconisé il y a 3 ans. Mais on a plein d'exemples comme ça, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs, parce qu'on travaille partout en France, où on est quand même sur des relations qui sont extrêmement compliquées et où on a parfois du mal à passer la déclaration de bonne intention, de dire on fait concertation, ok, on va prendre la parole des habitants, on met en place cette fameuse démocratie participative, mais en termes de réalisation,
le bilan est quand même très 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 mitigé. Alors il y a, sur d'autres champs sur lesquels on travaille, on se rend compte qu'on a aussi des difficultés à faire accepter des projets innovants qu'on estime, nous, relever de l'intérêt général à la puissance publique à laquelle on demande de financer. Alors, pour être plus clair, par exemple, on travaille beaucoup sur les territoires périurbains. Les territoires périurbains, pour nous, c'est à la fois une question d'équilibre territorial, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites sur les zones centres ou sur les quartiers politiques de la ville parce qu'il y a de l'argent, mais les territoires périurbains sont des territoires qui sont laissés vraiment à des usages fonctionnels. On habite, on travaille, on dort, on travaille, on circule, mais qui ont parfois du mal à être pensés en termes de territoire de plaisir, de territoire attractif et des territoires sur lesquels on peut aussi amener d'autres pratiques pour les rendre agréables à vivre et à pratiquer au quotidien. On a développé sur Bordeaux un projet qui s'appelle les refuges périurbains, qui consiste à repérer dans ces territoires périurbains qui sont singuliers, on les connaît tous, il y a du pavillonnaire, des zones commerciales, et puis entre les deux, il y a des zones un peu interstitielles, urbaines, et puis en tout cas dans la métropole bordelaise, beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'espaces délaissés. Et nous, on part du principe que ces espaces, si on propose un usage désirables, sont des espaces qui peuvent être utilisés et qui peuvent enrichir vraiment les pratiques qu'on a sur ces territoires et rééquilibrer un peu l'attractivité entre la ville-centre où on a les musées, les spectacles, etc. et ces territoires périurbains. Donc on a développé ce projet, c'était le travail d'Yvan Détraz à son diplôme d'archi, donc 97. Et on a fait, par le biais d'une manifestation artistique, un premier refuge pilote en 2010 qui nous a donné l'opportunité de tester cette idée. Et puis, il a fallu après... Nous, on part du principe que ce projet, il participe vraiment à faire métropole à l'heure où, avec la réforme des politiques publiques, on change d'échelle de collectivité territoriale, on change d'échelle régionale, on change d'échelle communale. Comment on fait métropole? À un moment donné, c'est parce que les habitants s'investissent et s'emparent du territoire et ont de fait des raisons aussi de le connaître. Pour s'emparer d'un territoire, il faut l'arpenter, il faut le pratiquer. Et effectivement, quand on habite, je suis désolée, je prends l'exemple de Bordeaux parce que c'est quand même celui que je connais le mieux, à Talence à Bordeaux, on n'a pas de raison d'aller à Ambès forcément, sauf si on a une proposition. Donc on a longtemps discuté avec la métropole qui s'est emparée de ce projet il y a 4 ans par le biais du coup d'une commande publique. Mais on s'est vraiment heurté là à la complexité de faire rentrer des projets qui sont innovants ou à la marge dans des politiques publiques qui sont extrêmement déterminées, avec des compétences qui sont très réparties selon les collectivités, et puis avec des législations aussi qui sont très contraignantes. En l'occurrence, là, l'idée, c'est vraiment de proposer des œuvres architecturales, des œuvres artistiques dans lesquelles on puisse dormir, qui soient à accès gratuit et qui sont posées dans des endroits singuliers avec un fort potentiel poétique au milieu de territoires qui sont en complète contradiction avec ces espaces un petit peu préservés. Et à la fois sur dans quel programme ça rentre dans le cadre d'une métropole en termes de financement, ça a été extrêmement compliqué, dans quelles compétences ça rentre en termes de financement. Alors on est culture, on est tourisme, on est politique de la ville, on est aménagement du territoire, c'est toujours la transversalité, elle est à la fois riche mais très complexe à rassembler. Et puis, évidemment, en termes de législation, mais comment on dort dans une œuvre? C'est une œuvre, c'est un bâtiment architectural, est-ce que ça devient un bien métropolitain? Comment on fait relation avec les communes? Comment on l'assure? Voilà, c'est toutes des questions, en fait, qu'au fur et à mesure, on est obligé de
de défricher avec la collectivité qui est de bonne volonté. Enfin, je veux dire, on n'a pas que des relations conflictuelles, loin de là, et heureusement. Mais on se rend compte, malgré tout, qu'il y a des blocages au-dessus desquels, s'il n'y a pas une vraie volonté politique, et là, parfois, on a vraiment l'aléa de la personne, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une personne au sein de la collectivité qui se dit ce projet-là, il a du sens pour mon territoire, il a du sens parce qu'il porte des valeurs et des propositions qui correspondent à ce que je veux, moi, en tant qu'élu ou technicien, à mettre en place, on a vraiment du mal à rentrer dans les cases. Donc sur les projets transversaux, c'est compliqué. Pas trop, je vais te passer la parole. Il y a aussi, pour terminer, il y a aussi une question qui est comment on fait avancer la discussion avec le politique. Et bien souvent, ça vient aussi d'initiatives très locales et d'initiatives d'associations. On travaille beaucoup, nous, avec des centres sociaux, des centres culturels, en tout cas toutes les structures qui participent à faire vivre un territoire au quotidien. Et pour vous citer un exemple, on a travaillé à La Rochelle, donc je sais qu'il y a un représentant, là, Pierre, du centre social du Pertuis, le centre social du Pertuis qui avait un jardin partagé et qui avait la volonté de travailler avec les habitants. Donc on est sur le quartier, Pierre, rappelle, Mireuil, voilà, merci. Le quartier Mireuil, qui est donc un quartier politique de la ville, avait la volonté d'aménager ce jardin collectif et partagé en concertation avec les habitants. C'est le centre social qui a pris l'initiative de nous faire venir d'abord pour mener la concertation, pour établir un cahier des charges, un programme, voir dans quelle direction il fallait travailler pour répondre aux attentes des habitants qui habitent à 200 mètres de ce quartier, et qui après s'est mobilisé pour aller chercher les financements auprès des collectivités, donc mairie, conseil départemental, communauté d'agglo, j'imagine, voilà, pour réunir ce budget et mettre en place un aménagement. Donc là, encore une fois, c'est à un moment donné, on est quand même sur la sollicitation, la demande et l'innovation qui vient de structures privées pour travailler sur l'aménagement. Et là, il faut aller rassembler les financements très éparses et qui sont de plus en plus complexes quand on travaille sur la subvention. Vous êtes bien placé pour le savoir. Où on va chercher, en tout cas nous, il faut qu'on mobilise de la politique de la ville, de la culture, puisqu'on est vraiment sur des pratiques transversales. Et du coup, on est voilà, sur des projets sur lesquels il faut aller chercher le financement et puis sur lesquels on répond à des appels à projets, donc avec la dangerosité de ne pas dévoyer nos projets pour répondre au fonctionnement un peu comptable des financements publics. Voilà. Je vais commencer par une petite chanson. Le matin quand j'y bois de l'eau, cela m'y trouble le cerveau. Le matin quand j'y bois de l'eau, cela m'y trouble le cerveau. Et l'on dirait, à voir ma triste mine, que je viendrais de prendre une médecine. Bonjour à tous. Si je commence par une chanson, c'est pas uniquement pour le plaisir de chanter que, bien sûr, on a tous, mais c'est aussi parce que c'est pour resituer le fait qu'un élu, c'est aussi quelqu'un qui a une autre vie, et pour ce qui me concerne, elle est sans doute plus importante. Et d'abord, je suis avant tout un militant associatif, moi aussi, et j'ai commencé ma vie associative justement par la découverte ou la redécouverte d'une culture, une culture qu'on appelait populaire à l'époque, puisqu'elle venait du peuple, qui était la culture en fait des gens, des paysans qui m'entouraient et qui s'étaient transmises comme ça de bouche à oreille. Donc j'ai, après avoir
comme beaucoup de fils de petits paysans, fréquenté l'école publique qui m'a un petit peu ouvert sur le monde, mais qui m'avait caché qu'il n'y a pas qu'une seule culture, mais qu'il y a une diversité culturelle. Alors on n'employait pas le mot à l'époque, évidemment, comme ça, mais c'est ma découverte à moi des droits culturels, puisque vous avez parlé hier des droits culturels. Et il me semble que quand on parle de co-construction, c'est avant tout justement parce qu'on doit reconnaître la culture de l'autre. Alors les droits culturels, pour moi, c'est d'abord cette reconnaissance de la culture de l'autre. Et donc vivre les droits culturels, c'est faire l'expérience de l'altérité, quelque part. Rencontrer la culture de l'autre, c'est d'abord frapper à la porte du voisin. L'exotisme est au coin de la rue. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la culture de mes parents, de mes voisins, de mon canton, ce n'est pas parce qu'elle m'était familière. Elle l'était sans doute par certains aspects, puisque j'ai été élevé dans cette culture-là, mais elle m'était aussi étrangère parce qu'elle a été rejetée par l'école et par la culture officielle. L'autre, c'est d'abord cette part de soi que l'on rejette dans les oubliettes du culturellement correct. Sillonner les routes paysannes de mon bocage natal à l'écoute des musiques au bois dormant des violoneux ou des parlanges des villages m'a sans doute permis de me réconcilier avec cette part de moi-même que j'avais laissée à la porte de l'école ou abandonnée de peur qu'elle ne m'encombre sur les chemins du progrès auquel me destinait le monde qui m'entourait. Et se réconcilier avec soi-même, c'est épanouir sa dignité culturelle, c'est se mettre en capacité de dialogue avec l'autre. Le chemin de la rencontre de l'autre passe par la reconnaissance de l'autre qui est en soi. Pour ce qui me concerne, c'est la rencontre avec cette culture populaire locale qui m'a aidé à rencontrer les autres cultures populaires, qu'elles soient celles de mes proches voisins ou de communautés plus lointaines. Et donc si les droits culturels sont ceux de la personne et partie prenante des droits humains de chacun d'entre nous, vous l'avez entendu là-dessus, de très belles interventions hier, je suppose, ils sont en réciprocité ceux du respect et de la reconnaissance des autres et de la culture de l'autre. Et donc, pour en venir à cette réflexion maintenant sur la co-construction, c'est que la co-construction, elle passe réellement par ce respect de l'autre. Alors avant de vous proposer quelques éléments sur comment on construit justement ensemble, quelques mots peut-être encore sur le parcours qui m'a nourri. Donc il y a eu cet engagement associatif, puis ensuite je me suis dit peut-être qu'on peut essayer aussi de contribuer à faire avancer les choses en passant de l'autre côté de la barrière, en devenant élu. L'occasion m'en a été donnée alors que j'étais dans une ville qui s'appelle Parthenay, que certains connaissent donc dans les Deux-Sèvres, et qui était conduite à l'époque par un maire qui avait un projet politique de grande envergure, à mon sens, qui consistait à se dire l'important dans la vie politique, c'est de rendre le citoyen acteur. Je pense que vous êtes au cœur de ces problématiques-là. Et déjà à l'époque, c'était dans les années 80, il se disait que ce projet-là, il passe avant tout par une politique culturelle. Parce que la politique culturelle, et plus largement la politique associative, elle vise avant tout à faire que chaque citoyen s'investisse, devienne donc acteur, et ça passe par la créativité aussi de chacun et son ouverture au monde, et que le socle fondamental de toute politique publique, dans ce cas-là, c'est bien la politique culturelle, qui est celle qui permet justement cette ouverture et cette dimension créative. Et c'est pourquoi la culture, à notre sens, et là je parle quand je dis notre sens, c'est bien pour la fédération, la FNCC, la Fédération nationale des collectivités pour la culture, ce n'est pas une compétence ou un secteur, c'est bien une responsabilité fondamentale des pouvoirs publics. Et donc nous parlons au sein de la FNCC toujours de la responsabilité culturelle et non pas d'une politique culturelle. C'est une politique publique fondamentale et le cœur, c'est la politique culturelle. Alors qu'est-ce que c'est que la FNCC? Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'ai quelques petits dépliants, mais bon, je pense que vous en avez tous un peu entendu parler. Donc c'est une fédération qui s'est créée
parallèlement au ministère de la Culture, en 1959, à l'initiative de maires de grandes villes, en particulier le maire de Saint-Étienne, qui se disait mais la politique culturelle, ce n'est pas que l'État qui la conduit, c'est aussi les collectivités. Elle s'est construite donc d'une certaine manière au départ en opposition à l'État, mais bien sûr au fil du temps, elle est devenue un partenaire de l'État, puisque aujourd'hui en France, on a tous envie qu'il y ait une réelle public politique de l'État, bien sûr. Et on tient à ce qu'il y ait un vrai ministère de la Culture, ce qu'il n'a pas toujours été dans les dernières années. Mais c'est une autre question. Donc, l'engagement de la FNCC pour les droits culturels s'appuie évidemment sur les textes de l'UNESCO. Là encore, je suppose que vous en avez parlé abondamment hier. Et nous avons rédigé un texte d'orientation il y a maintenant 3 ou 4 ans, qui s'appelle donc des politiques publiques de la culture pour les personnes, par les territoires. Pour les personnes, bien sûr, c'est s'appuyer fondamentalement sur les droits culturels, les droits de la personne, et par les territoires, puisque nous sommes tous élus de territoires et dans les territoires, et que, évidemment, c'est dans ces territoires-là que nous essayons de conduire ces politiques. Alors, je passe sur ces textes de l'UNESCO. La FNCC est en train de préparer un document qui va rassembler l'ensemble de tous ces textes fondamentaux et un certain nombre de points de vue d'élus et d'expériences aussi d'élus, de témoignages bien sûr de personnalités comme celles que vous avez pu entendre, que nous préparons pour le congrès de la FNCC qui va se réunir les 30 et 31 mars à Saint-Étienne. Et je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à y participer et en tout cas à retrouver ce document qui va être sans doute assez fondamental pour beaucoup de collectivités. Alors maintenant, venons-en aux politiques construites en commun, à la co-construction. Alors il me semble que là, je ne parle pas seulement d'expérience d'élus, mais bien d'acteurs associatifs comme vous, et en particulier, j'ai été amené à suivre des SOLIMA, donc vous savez, les schémas d'organisation, de liaison des lieux de musique actuelle. Et je sais que vous préconisez le même genre de travail pour les arts de la rue, et il me semble que c'est effectivement une expérience qui me paraît très très riche. Alors, il y a beaucoup d'autres expériences de co-construction, bien sûr. Globalement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, je vous fais une contribution assez modeste. J'ai essayé de retrouver un peu quels sont les éléments fondamentaux de tout ça. Alors d'abord, il faut identifier les partenaires, évidemment. Il y a 2 grandes catégories d'acteurs, on va dire. Tous ceux qui sont plutôt du côté des pouvoirs publics, les décideurs, et puis tous ceux qui sont plutôt du côté des acteurs, de ceux qui font. Dans les pouvoirs publics, en fonction des projets, il y a les représentants de l'État, qu'on espère toujours présents dans les grandes politiques publiques, et les représentants des collectivités. Les SOLIMA en particulier préconisent, quand c'est à une échelle régionale en particulier, ou départementale, qu'on ait bien les 3 piliers, l'État, collectivités et acteurs, qui se retrouvent autour de la table. Donc il est important de bien s'appuyer justement sur une pluralité d'acteurs. Le dialogue est d'autant plus riche et parfois facile qu'on a cette pluralité, qu'on n'est pas dans un face-à-face. Après, il y a le problème de la représentation légitime des acteurs, qui doit être légitimée par les acteurs eux-mêmes. Alors, c'est parfois une des difficultés, vous le savez, parce qu'on a parfois certains élus qui voudraient privilégier certains acteurs au détriment d'autres. Et évidemment, il faut s'appuyer là sur une représentation, si possible, légitime. Donc, après, il y a donc des conditions pour que tout ça puisse se mettre en place de façon équilibrée. Je dirais qu'il y a 4 grands éléments, mais bon, évidemment, vous en trouverez sans doute d'autres, ou peut-être vous pourrez les contester. Mais première grande condition, on va dire une communauté d'intérêt au niveau des finalités. Que ce qui motive l'action soit du même ordre au niveau de l'ensemble des partenaires, qu'on ait bien un accord sur ce vers quoi on veut aller. Deuxième condition,
ce qu'on pourrait appeler la parité d'estime. Il faut qu'il y ait un rapport entre les partenaires qui ne soit pas d'ordre hiérarchique, mais bien qu'il y ait une espèce d'estime bienveillante entre l'ensemble des partenaires. Ce qui en découle, c'est une forme de partage du pouvoir. Hein. Par nature, être partenaire avec quelqu'un, c'est accepter de renoncer à une part de ses propres conceptions et de ses propres responsabilités. Hein, c'est bien le respect de la culture de l'autre par lequel j'ai commencé. Et puis aussi, une des conditions, c'est le temps de construire. Quand on travaille en partenariat, ça suppose d'avoir le temps, et là, malheureusement, vous le savez, parfois le temps politique est trop court et ne permet pas cette réelle co-construction. Mais c'est une revendication qui doit être fondamentale, c'est que tout passe par du temps, et bien sûr, on doit se projeter sur un temps long. Alors, après, il y a certaines étapes, une des étapes fondamentales, c'est, alors, je sais qu'elle est contestée par certains, mais c'est ce qu'on pourrait appeler le diagnostic partagé. Mais il est important de savoir, mais de quoi on part? Est-ce qu'on est d'accord sur la vision que l'on a du territoire, de ce qu'on souhaite faire sur ce territoire ensemble? Et ce temps de construction du diagnostic qui doit être réellement partagé est fondamental pour la suite du projet. Et puis ensuite, bien sûr, il y a un phasage qui doit se faire, et toujours en privilégiant ce temps long. Et le dernier élément que je voulais ajouter, c'est parce qu'il y a parfois des confusions, c'est que co-construction n'est pas co-décision. Je pense qu'il faut bien comprendre que les responsabilités de chacun doivent rester assumées. Et c'est là souvent qu'il y a des difficultés de certains élus à se dire oui, mais si je fais de la construction, j'ai été élu, on va me faire perdre ma légitimité d'élu. Pas du tout. Au contraire, il appartient à l'élu, au final, de prendre la décision, en espérant qu'elle soit la plus judicieuse possible, en fonction de l'éclairage qu'a pu apporter tout ce travail préalable de co-construction. Mais pour les acteurs aussi, il est important de comprendre qu'au final, c'est bien les pouvoirs publics qui vont décider. Et on espère que tout le travail qu'on a pu faire au préalable va les aider à prendre les bonnes décisions. Alors voilà un peu quelques éléments que je voulais vous proposer dans cette co-construction. Et puis, si besoin dans la discussion, on peut éventuellement parler d'une ou deux expériences plus concrètes. Le matin quand j'y bois du vin, cela disperse mon chagrin. Le matin quand j'y bois du vin, cela disperse mon chagrin. Et l'on dirait avoir ma bonne mine, que je viendrai de faire l'amour